Imaginez votre frustration si vous aviez une solution pratique à la crise climatique qui menace de ravager la planète et de générer un conflit social à côté duquel la Deuxième Guerre mondiale passerait pour un jeu d'enfant. Mettez-vous à la place des défenseurs solitaires de l'énergie nucléaire. C'est comme ça que démarre un article qui a été écrit en décembre 2015 dans un magazine américain, peu après la signature des accords de Paris et dans lequel je suis mentionnée. La COP21 a été la première COP à accueillir très largement l'ensemble des acteurs mondiaux sur les négociations climat. Étaient présents les religions, petites et grandes, les maires des grandes métropoles mondiales, les entreprises aussi, et jusqu'aux populations indigènes. La Oil and Gas Initiative a tenu son colloque à cette occasion. Le charbon était représenté. Le ministre saoudien du pétrole et des ressources avait répondu à l'invitation. Tout le monde était là, sauf le nucléaire. Ni la filière, ni ses représentants, ni même le mot. Pas même sur le pavillon de la France, qui était le pays d'accueil et qui est le seul, encore aujourd'hui, pays du G20 à avoir décarboné intégralement son système électrique grâce au nucléaire. Pas un mot, parce qu'il n'était pas invité, parce qu'il était trop tabou, alors qu'avec l'hydroélectricité, c'est de très loin une des plus importantes énergies bas carbone dans le monde. Cette photo a été prise il y a quelques mois à la dernière marche pour le climat à laquelle les voix du nucléaire ont participé. La petite fille que vous pouvez voir à droite, c'est ma fille Dune, de 4 ans. Elle tenait absolument à tenir la banderole cœur. Et Dune m'a dit à cette occasion, « Maman, quand tu seras morte, la reine du nucléaire, ça sera moi. » Alors, rien ne va dans cette phrase. Et pour ne pas épiloguer indéfiniment sur les subtilités de cette phrase édifiante, j'ai regardé Dune et je lui ai dit « Écoute, non, ça ne sera pas nécessaire, Dune. Quand tu seras grande, on aura résolu le problème, on aura réussi la transition énergétique. » En 2050, Dune aura 32 ans. Moi, je ne serai pas encore morte. Et d'ici à 2050, en 28 ans, il faudra qu'on ait effectivement résolu le problème. C'est-à-dire remplacer 90% de notre consommation énergétique mondiale carbonée, c'est-à-dire les fossiles, pétrole, gaz, charbon, et la biomasse, et qu'on ait maintenu et développé, évidemment, les 10% d'énergie bas carbone dont nous disposons déjà. Hydroélectricité, nucléaire, éolien, solaire, géothermie, énergie marine. Je vous laisse apprécier l'évolution depuis 1990 à 2019 et les proportions respectives de ces différentes formes d'énergie qui sous-tendent notre consommation énergétique mondiale et tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Un problème, en réalité 3 problèmes. Stabiliser le climat, bien sûr, mais aussi assurer dignité et bien-être à l'humanité tout entière et préserver les écosystèmes et la biodiversité. 3 objectifs indissociables, 3 objectifs que nous n'atteindrons que si nous les visons simultanément. Ces objectifs ont plusieurs solutions qui contribuent à leur résolution, qui sont toutes les énergies bas carbone, dont on a parlé ultérieurement, dont le nucléaire. Le nucléaire qui a plusieurs atouts considérables à faire valoir, et pour chacune d'entre elles. Des atouts qui sont concrets, qui sont opérationnels, qui sont disponibles et qui ont fait leurs preuves. Ces solutions bas carbone, les voilà. Ça, c'est un zoom sur la petite bande de 10% du graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Elles doivent être déployées impérativement, tout ensemble, autant que possible, aussi profondément que possible, dans autant de géographies que possible. Maintenant, nous arrivons sur un 4e problème, un très gros problème, qui est qu'une très importante partie de tous les efforts qui ont pu être menés à l'échelle mondiale sur la transition énergétique consiste à remplacer une de ces solutions bas carbone, qui est le nucléaire, par d'autres, les énergies solaires et éoliennes, ne traitant toujours pas le problème de fond, qui sont les énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre que leur combustion génère.
Alors effectivement, voilà à quoi a ressemblé une partie importante de nos efforts pour la transition énergétique ces 20 dernières années, en particulier en Europe. Cette photo que vous pouvez trouver assez largement sur Internet en ce moment représente une des symboliques très fortes liées à l'Energiewende 2, c'est-à-dire la transition énergétique menée par l'Allemagne et qui en a inspiré beaucoup d'autres. Cette transition énergétique qui vise à utiliser les renouvelables pour remplacer le nucléaire plutôt que pour remplacer les énergies fossiles. Vous comprenez maintenant pourquoi aussi, c'est peut-être une réponse à la frustration que l'on entend et qu'on ressent bien légitimement, malgré tous les investissements extrêmement considérables qui ont été menés, et on parle de plus de 800 milliards d'euros à l'échelle seulement de l'Union européenne, malgré la prise de conscience, la mobilisation dont vous faites partie, malgré l'engagement des entreprises et des politiques qu'on peut questionner, qu'on peut discuter, mais qui existe et qui est réel, malgré tout cela, les émissions ne décroissent que lentement, trop lentement, et rebondissent à chaque crise, et on va en avoir de plus en plus. La politique énergétique française ne fait pas exception. Cette citation est tirée d'un rapport de la Cour des comptes de mars 2018 et fait un bilan intermédiaire de la transition énergétique de 2015 qui est encore applicable. La Cour des comptes, vous le savez, ne porte pas de jugement, elle analyse et retranscrit les faits. Face à la menace russe, la transition énergétique allemande persiste et signe. En ce moment, comme je vous parle, le gouvernement a réitéré son intention de fermer ses 3 dernières centrales nucléaires d'ici à la fin de l'année et de relancer très fortement et à coût de milliards de subventions le charbon et la lignite qui constituent la majorité de leur approvisionnement électrique. Il est utile de rappeler à ce stade que ces centrales charbon génèrent une pollution de l'air qui est responsable de plusieurs milliers de morts par an en Europe et qui émettent des gaz à effet de serre à hauteur de plus de 130 fois ce qu'une centrale nucléaire peut émettre. La société civile, porteuse, engagée pour la transition énergétique, traditionnellement également porteuse de valeurs d'écologie et de changement, qui a aujourd'hui une influence directe sur les processus réglementaires et législatifs, cette société civile ne fait pas exception non plus. Vous voyez ici le directeur général de Greenpeace France, qui a fait l'actualité très récemment en menant une action pour dénoncer la construction de la centrale nucléaire de Flamanville 3, le même week-end où à quelques centaines de kilomètres de là était inaugurée la centrale de Landivisiau au gaz, pour laquelle Total Energy va recevoir 40 millions d'euros de subventions par an. C'est en réponse à ce 4e problème qui va freiner, voire qui empêche la résolution des 3 autres, que j'ai décidé en mars 2018 de créer l'ONG Les Voix du nucléaire. Alors, les Voix du nucléaire, c'est un canal, la société civile, l'exigence citoyenne de bénéficier dans de bonnes conditions d'une des plus grandes avancées scientifiques que l'humanité ait jamais connues. Un message: si vous pensez que le changement climatique est suffisamment grave, que vous êtes prêt à tous les efforts, mieux que vous êtes prêt à exiger tous les efforts des autres, la moindre chose que vous pouvez faire, c'est revisiter vos certitudes sur le nucléaire à la lumière des faits. Un messager, des citoyens, des bénévoles, des gens normaux comme vous et moi, de tous les âges, beaucoup de jeunes en particulier, qui ne portent pas en eux les peurs qu'ont développées leurs aînés dans les années 70. Des gens qui ont décidé que les histoires qu'on leur racontait et l'imagerie qu'on leur présentait ne feraient pas forcément le poids par rapport à la réalité qu'ils avaient expérimentée eux-mêmes, au bilan qu'on pouvait tirer de 50 à 60 ans de nucléaire mondial, et que les faits avaient une valeur pour eux, et on l'espère, une valeur pour les autres. J'ai mis fin à ma carrière, vous me voyez là en cadre exécutif de l'industrie, pour devenir la porte-parole, une porte-parole improbable d'un sujet qui l'était encore plus, sans jamais être payée pour le faire, pour plusieurs raisons. La première, elle est importante, c'est parce que je savais de quoi je parlais. J'avais l'expérience et la compétence d'un sujet qui me donnait une certaine légitimité pour apporter quelque chose. Parce que quand vous voulez briser un tabou, la première chose à faire, c'est de l'assumer vous-même.
Parce que, pour être honnête, personne ne voulait le faire, personne ne l'aurait fait, et qu'il fallait que quelqu'un commence. Parce que, aussi, je n'étais pas un homme blanc d'un certain âge, et que je me disais que mon message avait peut-être un peu plus de chances de passer. Et surtout parce que j'avais étudié pendant longtemps, plus de 15 ans en l'occurrence, les systèmes électriques, et je m'inquiétais du changement climatique, comme vous dans cette salle, je crois, et que j'avais compris que sans nucléaire, ma promesse à Dune, ou à n'importe qui d'ailleurs, serait un mensonge si je disais qu'on allait y arriver. L'objectif des voies du nucléaire, c'est combattre la désinformation, refonder le choix démocratique. Je vous donne quelques exemples. Les déchets nucléaires ne présentent pas de risque ni pour l'environnement ni pour la population. Ce ne sont pas des pollutions. Les radiations issues de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon n'ont pas fait et ne feront pas de victimes. L'énergie nucléaire est l'énergie la plus bas carbone de France en comparaison de toutes les autres. Les énergies éoliennes et solaires sont absolument indispensables et doivent être développées autant que possible parce qu'elles réduisent le nombre d'heures pendant lesquelles les centrales fossiles tournent. Par contre, elles ne les remplacent pas. Il y aura toujours besoin d'un socle nucléaire et hydraulique pour assurer l'approvisionnement. Les temps changent. Il aura fallu plus de 4 ans et quelques crises, pour être sincère, pour qu'on nous donne enfin la parole. Le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée de France, je vous l'ai dit et redit, mais 69% des 18-35 ans ne le savent pas. 69% des 18-35 ans en France, qui ont vécu toute leur vie avec 80% de leur électricité d'origine nucléaire, pensent que cette énergie émet des gaz à effet de serre et participe au changement climatique, alors qu'ils mettent le changement climatique en haut de leurs préoccupations électorales. On est en démocratie et il est aujourd'hui aussi important qu'une solution technique soit comprise et adoptée autant que d'en disposer. La science, les technologies ne sont rien d'autre que de la science appliquée. La science appliquée ne peut l'être au bénéfice des populations et de la planète que si ces populations la comprennent. Si vous voulez changer les choses, ne méprisez pas la communication, ne méprisez pas vos donneurs d'ordre que sont les citoyens et les consommateurs. Expliquez-leur ce que vous faites, pourquoi, comment, quelles sont les alternatives, dans quel objectif, avec quel bénéfice vous travaillez sur une solution technique. La science et la technologie sont et vont être les outils dont nous avons besoin pour affronter ces 3 grands objectifs que sont la stabilisation du climat, la préservation de conditions dignes pour les humains et la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Vous êtes ingénieur, trouver des solutions est dans votre ADN, les faire comprendre va devoir devenir votre responsabilité. Ne l'oubliez pas.